Le rendez-vous du midi sur Al24 News. Merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. 2 mois après le coup de force, les autorités de Niamey acceptent la médiation algérienne visant à promouvoir une solution politique. À New York, la 4e commission onusienne chargée de décolonisation planche sur la question du Sahara occidental. Dans les territoires palestiniens, les incursions des forces d'occupation se poursuivent sur Al-Aqsa. Le Conseil de sécurité de l'ONU donne son feu vert à l'envoi d'une force multinationale à Haïti. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Niamey accepte la médiation de l'Algérie dans le cadre de l'initiative du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Cette acceptation de l'initiative algérienne conforte l'option de la solution politique à cette crise, ouvre la voie à la réunion des conditions devant permettre de la surmonter pacifiquement dans l'intérêt du Niger et de l'ensemble de la région. Prenant acte de cette notification, le président Abdelmadjid Tebboune a instruit le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, de se rendre à Niamey dans les plus brefs délais, en vue d'entamer des entretiens préparatoires sur la mise en œuvre de l'initiative algérienne avec toutes les parties prenantes. On reste au Niger cette fois-ci. La situation sécuritaire, 29 soldats ont été tués lors d'une attaque menée par des terroristes dans l'ouest du Niger. C'est ce qu'a annoncé dans la nuit de lundi à mardi le ministère nigérien de la Défense. La même source a indiqué que 2 autres soldats se sont blessés lors de cette attaque. Pour rappel, à la mi-août, au moins 17 soldats nigériens avaient été tués et 20 se sont blessés dans une attaque armée perpétrée près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu lundi le directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, Fernando Arayas, qui effectue une visite en Algérie. Dans une déclaration à la presse, Arayas a indiqué que l'Algérie était un pays actif dans le domaine du désarmement. Le patron de l'organisation a également indiqué avoir eu l'opportunité de s'entretenir avec Ahmed Attaf de façon très ouverte et très amicale. L'Organisation pour la prohibition des armes chimiques est une organisation de paix et de sécurité. Nous avons travaillé pendant 26 ans pour la destruction de toutes les armes chimiques déclarées dans le monde. Et nous avons terminé cette grande tâche cette année. 70 000 tonnes des plus dangereux poisons dans le monde ont été détruits par les États membres sous la supervision de l'organisation grâce au soutien de 193 États membres, dont l'Algérie, qui est un pays actif, positif dans le terrain de désarmement. Actualité en Algérie toujours, le président Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux fonctions de Tawfiq Hakar à la tête du groupe national des hydrocarbures Sonatrach et nommé Rachid Hachichi comme nouveau président directeur général du groupe. Le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, a procédé à l'installation de Rachid Hachichi dans ses fonctions de président directeur général du groupe Sonatrach en remplacement de Tawfiq Hakar. J'aimerais à cette occasion féliciter M. Rachid Hachichi pour la confiance qu'a placée en lui le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, son parcours professionnel dans le domaine des hydrocarbures et ce, au sein de Sonatrach, témoigne de sa capacité à occuper ce poste qu'il a par ailleurs déjà occupé auparavant. Pour commencer, je mesure le poids de la responsabilité qui m'a été donnée. J'adresse mes remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et au ministre de l'Énergie et des Mines pour la confiance qu'ils m'ont portée. Je ne ménagerai aucun effort pour l'atteinte des objectifs de Sonatrach.
Nous vous le disions en titre, les réunions de la 4e commission des Nations Unies chargée des questions politiques spéciales et de décolonisation ont débuté lundi à New York, au siège de l'ONU, avec au programme le dossier sahraoui. Le Sahara occidental est considéré comme l'un des territoires non autonomes soumis aux résolutions des Nations Unies et aux principes de l'autodétermination. L'actualité dans ce journal, c'est aussi au Nigeria. Les deux principaux syndicats du Nigeria ont suspendu le rappel à la grève nationale après l'annonce par le gouvernement de mesures pour compenser la hausse du coût de la vie. Le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, a annoncé dimanche une hausse temporaire du salaire minimum pour les travailleurs les moins bien payés et les transports publics moins chers afin de compenser l'impact de ces récentes réformes économiques. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé sa candidature pour les élections présidentielles des 10 et 12 décembre prochains. Au pouvoir depuis 9 ans, cette annonce survient après les amendements constitutionnels apportés il y a 4 ans qui lui permettent de rester en fonction jusqu'à 2030. Lundi passé, le chef de l'autorité électorale nationale égyptienne, Walid Hamza, a annoncé que ce scrutin se déroule sur une période de 3 jours. Dans les territoires occupés de la Palestine, le secrétariat général de l'Organisation de coopération islamique a fermement condamné l'assaut des forces d'occupation contre la mosquée Al-Aqsa, l'attaque flagrante contre les fidèles et l'arrestation d'un certain nombre d'entre eux, ainsi que les restrictions sécuritaires au niveau de l'esplanade. Le point avec Naila Aït Hamouda. La situation est alarmante dans les territoires palestiniens occupés. Des dizaines de colons ont envahi ce matin la mosquée Al-Aqsa, soutenue et fortement escortée par la police de l'occupation, empêchant ainsi les fidèles palestiniens d'y pénétrer. Ils ont effectué des visites provocatrices, accomplissant des rituels talmudiques. Des groupes de colons ont pris d'assaut le Souk Al-Qatanin et y ont attaqué le siège de l'université Al-Quds et de la direction du Hajj et de l'Amra. Il ne s'agit pas de la première incursion de colons dans les lieux saints de l'islam. Al-Aqsa est dernièrement la cible quotidienne des associationnistes. Nabil Abouroudaïna, le porte-parole de la présidence palestinienne, a averti contre la poursuite des actes provocateurs menés par les colons extrémistes contre les lieux saints de l'islam sous la protection des forces d'occupation. Abouroudaïna a ajouté que ces actes menés par l'occupant et leurs colons constituent un ciblage dangereux. L'entité sioniste poursuit ainsi sa politique de répression et de terreur dans les territoires occupés. Pas moins de 920 agressions contre les Palestiniens sans défense. Leurs propriétés et leurs lieux saints ont été violés au mois de septembre, selon le chef de la commission de la résistance contre le mur et la colonisation. L'entité sioniste veut avoir le contrôle total sur cette partie, le tout sous un silence complice de la communauté internationale. Direction outre-Atlantique, en pleine campagne électorale pour la présidentielle de 2024, l'ancien président américain Donald Trump est poursuivi pour avoir surévalué les actifs de la Trump Organization. Le candidat républicain a dénoncé une escroquerie à son encontre et injurié la procureure générale de l'État de New York, Laetitia James. A noter que Donald Trump a échoué lors de la dernière présidentielle au profit du démocrate Joe Biden. Aux États-Unis, toujours, le constructeur automobile américain Ford, touché comme ses concurrents General Motors et Stellantis depuis la mi-septembre par une grève, a annoncé lundi le renvoi temporaire de centaines d'employés supplémentaires en conséquence de ce mouvement social. Environ 25 000 employés des 3 grands constructeurs ont été appelés en plusieurs vagues par le syndicat United Auto Workers à cesser le travail dans le cadre d'un mouvement qui a débuté après l'échec des négociations sur les nouvelles conventions collectives avant l'échéance du 14 septembre.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert à l'envoi à Haïti d'une force multinationale menée par le Kenya pour aider la police dépassée par les gangs. Mission réclamée depuis un an par Port-au-Prince, selon la résolution adoptée lundi par 13 voix. Pour 2 abstentions, il s'agit de la Chine et la Russie. Après de difficiles négociations, cette mission multinationale de soutien à la sécurité non onusienne est créée pour une période initiale de 12 mois. Les Philippines, le Royaume-Uni ainsi que le Canada et le Japon et les États-Unis ont officiellement ouvert lundi 2 octobre leurs exercices bilatéraux annuels entre marines appelés exercices Sama-Sama. La marine philippine a déclaré que les exercices de cette année se dérouleraient au large de la capitale Manille et au sud de l'île de Luzon avec la participation de plus de 1800 soldats. Les principales activités comprennent les opérations de combat anti-sous-marin et de navale de surface, ainsi que la défense aérienne et la guerre électronique. La lassitude à l'égard du conflit ukrainien devrait s'accentuer aux États-Unis comme en Europe. Ce sont là les propos du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui s'exprimait après la décision prise par le Congrès américain d'adopter un projet de loi de financement provisoire qui n'inclut pas l'aide à Kiev. Selon Peskov, Moscou a prévu la lassitude des Occidentaux, mais Washington continuera tout de même à être directement impliqué dans le conflit. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, selon nos prévisions, la lassitude due à ce conflit, la lassitude due au parrainage absurde du régime de Kiev va augmenter dans divers pays, y compris les États-Unis. Et cette lassitude entraînera une fragmentation de l'establishment politique et créera des luttes intestines. Et pour la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, Moscou ne pourra pas tenir plus longtemps que les Occidentaux et les aides pour l'Ukraine vont perdurer dans le temps avec un nouveau programme d'aide. Une coalition internationale forte, très forte, soutient l'Ukraine. Et si Poutine pense qu'il va tenir plus longtemps que nous, il se trompe. C'est pourquoi nous allons bientôt mettre en place un nouveau programme d'aide à l'Ukraine afin de montrer que nous continuons à soutenir le courageux peuple ukrainien. Tel est notre message. S'il pense qu'il peut tenir plus longtemps que nous, M. Poutine, nous pensons qu'il a tort. Près de 70 personnes ont été arrêtées ce mardi 2 octobre en Turquie, soupçonnées d'être liées au Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, qui a revendiqué l'attentat ayant blessé 2 policiers dimanche à la capitale Ankara. Selon le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, 67 suspects ont été interpellés dans 16 des 81 provinces du pays. En Espagne, le roi Philippe a entamé lundi une nouvelle série de négociations avec les partis parlementaires du pays pour déterminer la composition du prochain gouvernement. Le monarque a rencontré dans la matinée les dirigeants des partis régionaux de Navarre et des îles Canaries et a rencontré d'autres dirigeants tout au long de la journée. Le Premier ministre sortant, Pedro Sánchez, du Parti socialiste des travailleurs, rencontrera le roi ce mardi. Ils devront s'entendre sur la date d'une éventuelle formation du gouvernement. En Australie, dans le sud-est du pays, plus précisément l'État de Victoria, les pompiers ont ordonné mardi à la population de plusieurs localités de fuir ou de se mettre à l'abri pour se protéger des incendies très difficiles à contenir en raison des vents. Les messages d'alerte se sont succédés tout au long de la journée et avec eux les noms des localités et d'autres lieux dits concernés. Autant d'endroits que du Victoria où, face au risque d'incendie ce mardi 3 octobre, des habitants ont été sommés de se mettre immédiatement à l'abri.
Et on reste en Australie. Les Australiens ont commencé à voter cette semaine de façon anticipée pour un référendum historique sur les droits des aborigènes visant à leur donner une voix au Parlement. Le vote s'est ouvert ce mardi dans une grande partie de l'Australie pour que ceux qui ne sont pas disponibles pour voter lors du référendum du 14 octobre prochain puissent prononcer sur une réforme qui reconnaîtrait pour la première fois les peuples autochtones dans la Constitution australienne. Je suis vraiment passionnée par le fait de voter oui, parce que la Constitution de 1901 a été rédigée à une époque qui ne reconnaissait pas du tout les peuples indigènes. C'est un document dépassé. Il est temps de reconnaître la culture la plus ancienne du monde. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Al 24 News.